Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler du travail que je suis en train de faire en ce moment sur un nouveau modèle de valorisation pour l'entreprise Tesla. C'est une entreprise, comme vous savez, que j'ai en portefeuille sur laquelle j'ai pas mal de gains latents. L'entreprise s'est fortement appréciée en bourse récemment. Et mon objectif ici, ça va être de vous montrer un petit peu le travail que je suis en train de faire, parce que je pense que je peux plus utiliser un fichier de valorisation standard que j'ai pour les entreprises qui seraient plus matures, ou du moins avec moins de segments qui sont en train d'attaquer en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'attaquer aussi bien aux voitures qu'à la robotique, qu'au stockage d'énergie, etc. Et chacun de ces business dans le business a des courbes de croissance différentes, qui démarrent à des moments différents, et on n'en est pas au même stade d'un point de vue des courbes en S, donc à savoir au début de la courbe en S, une adoption assez lente et puis une forte accélération de l'adoption, et en fin de courbe, eh bien l'adoption est faite et la croissance ralentit. Le problème, c'est que quand vous avez différents business models au sein d'une même entreprise, eh bien ça devient très compliqué de valoriser avec un fichier Excel standard qu'on pourrait utiliser pour une entreprise beaucoup plus mature qui verrait la croissance de ses revenus et ses marges assez stables dans le temps. Évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement, je vous partage ce que je fais, ma vision des choses, mais au final, faites vos propres analyses, c'est votre argent que vous investissez. Donc, comme je vous le disais, sur ce business, en fait, on a différents segments. Et à mes débuts, quand je valorisais et que j'achetais Tesla, je valorisais tout simplement la vente de voitures électriques et un petit peu les autres activités comme les logiciels, les superchargeurs, etc. Mais globalement, on avait un gros business model. C'était les voitures destinées aux particuliers. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est en train quand même de beaucoup évoluer. Et je n'arrive plus à expliquer la valorisation avec un fichier standard pour une entreprise qui aurait une ou deux activités au sein de son business au global. Aujourd'hui, je suis en train de commencer à valoriser notamment donc, les voitures électriques, mais aussi les logiciels de conduite autonome. Il y a déjà des gens qui payent pour ça. Les mégapacks, donc le stockage d'énergie, c'est un secteur qui est en très forte croissance chez Tesla. Tout ce qui est les services, aussi bien l'entretien des véhicules que les logiciels avec un abonnement mensuel pour avoir accès aux multimédia, etc. Les camions, ils n'en parlent pas beaucoup, mais ils commencent à en vendre. Aussi tout ce qui est l'assurance des voitures. Et un peu plus loin, tout ce qui est la conduite autonome avec les véhicules autonomes de type robotaxi, un petit peu comme Uber et Lyft aux États-Unis et même en France, donc les VTC. Et ça, c'est un concurrent direct de Waymo chez Google que j'ai aussi en action, et aussi tout ce qui est robotique humanoïde. Donc, je suis en train de travailler sur ce modèle de valorisation, il est en cours et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ça reste que mon avis et c'est en aucun cas du conseil, mais je vous partage d'ores et déjà ce que je fais, la structure que je suis en train de lui donner. Comme ça peut donner des idées à d'autres personnes. Vous prenez un avis ici, vous en prenez d'autres là, et puis au final, vous forgez votre propre stratégie, votre propre opinion. C'est votre argent au final. Mais c'est toujours ce que j'ai fait, partager à la communauté ce que je fais pour essayer de donner des idées et d'apporter de la valeur. Je vais vous amener sur ce fichier, mais justement, je voulais faire un petit point avec vous. Par exemple, on pourrait me dire, oui, mais tout ce qui est robot humanoïde, c'est du rêve, ça n'arrivera pas, etc. Alors déjà, on peut aller voir ce que font des entreprises concurrentes, comme par exemple Figure AI aux États-Unis. Vous verrez que c'est peut-être un petit peu plus proche de la réalité et ça va peut-être arriver dans pas si longtemps que ça, même si évidemment ce n'est pas des choses dont on entend parler au quotidien dans les médias traditionnels, mais si vous allez chercher un petit peu les informations, vous trouverez des choses sur la conduite autonome, sur ces robots, etc. Et d'ailleurs, je voyais passer ça à un moment sur X et je suis allé chercher, faire moi-même l'exercice. Si vous allez sur le site de Tesla pour les emplois, notamment aux États-Unis, vous marquez bot pour le robot et vous marquez fabrication. Et là, vous avez beaucoup de postes qui sont ouverts à l'embauche aux États-Unis, des ingénieurs et des techniciens en fabrication destinés spécifiquement à leurs robots humanoïdes pour les actuators, donc tout ce qui est de la mécatronique. Ils sont en train d'embaucher massivement pour faire ça. Donc la question c'est, si c'est vraiment dans 10 ans que ça va arriver, pourquoi ils sont en train d'embaucher des personnes pour de la fabrication en usine, non pas pour du prototype. Là on ne parle pas d'ingénieurs dans un bureau d'études, là on parle de personnes qui sont sur la ligne de fabrication. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais relever. Évidemment, je vous partage ma vision des choses, mais je pense qu'on est peut-être un petit peu plus avancé que ce qu'on pourrait le croire au premier abord. Donc je reviens à mon fichier. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai séparé chacun des segments et je vais les valoriser indépendamment les uns des autres, ce qui à chaque fois va me donner dans 5 ans une capitalisation boursière pour chacun des business et ensuite à la fin, eh bien, j'ai la capitalisation boursière au total, j'applique mon discount rate, donc le retour sur investissement que je souhaite faire ici au minimum 12% parce qu'il y a du risque, donc évidemment je veux plus de croissance et ça me donne un prix à payer aujourd'hui. Donc vous voyez par exemple si je l'ai fait sur les voitures particuliers avec la croissance annuelle, la production annuelle, je calcule aussi la flotte totale qui existe déjà, donc j'enlève un certain pourcentage de véhicules tous les ans qui partent à la casse à cause d'accidents ou parce qu'ils sont trop vieux, et en fait par exemple cette flotte totale je l'utilise parce que dans d'autres lignes je vais l'utiliser, par exemple si je vais prendre les logiciels de conduite autonome ou l'assurance, je vais devoir appliquer des pourcentages de la flotte globale qui utilise ces services.
Et évidemment, ces chiffres, je suis en train de les faire en ce moment pour arriver au prix que je serais prêt à payer. Et je réfléchis encore quelle croissance mettre, quel pourcentage de la flotte va prendre l'assurance Tesla, etc. Et au final, j'ai fait ce tableau sur les bénéfices, mais je pourrais faire par exemple sur la trésorerie. Donc j'applique un PER à payer par le futur dans le marché et ça me donne une capitalisation boursière. Et donc je fais ça pour les voitures particulières, la conduite autonome, le stockage d'énergie, donc les mégapacks, les services, les camions, l'assurance et les deux grosses lignes que je suis en train de faire en ce moment et ça finira ma valorisation, c'est ce qui est conduite autonome et Optimus. Donc là en fait ce que je fais c'est que comme pour les véhicules du haut, je vais aller estimer combien ils peuvent en fabriquer la première année, quand est-ce que sera la première année, aussi quelle sera la flotte globale parce que mon avis c'est que certes il va falloir acheter les véhicules mais ensuite il va avoir aussi des revenus récurrents. Par exemple si je prends les robots, je vais calculer la flotte actuelle, c'est-à-dire la flotte existante de robots humanoïdes dans les usines et ensuite je vais venir appliquer à ça un coût à l'heure parce qu'il faudra bien payer le logiciel directement auprès de Tesla puisqu'ils auront aussi développé le logiciel. Donc vous avez une partie investissement entre guillemets CAPEX pour le client et une partie aussi location du logiciel. Donc je suis en train de calculer tout ça et vous voyez que sur les deux dernières lignes, je suis actuellement sur un prix à payer qui serait autour des 240 $. Évidemment, il me reste encore un petit peu à ajuster notamment au niveau de l'assurance, de la conduite autonome. Je ne suis pas 100% certain de mes chiffres, mais il n'empêche que ça me confirme un petit peu ce que j'avais dans mon ancien fichier, qui est que le marché est en train de valoriser beaucoup de croissance future. On voit ici par rapport à mon prix de revient unitaire la hausse qu'on a eue. À l'époque, peu de personnes voulaient l'entreprise, donc j'ai quand même pu faire des bons achats. Et aujourd'hui, quand je fais ma valorisation à 380 $, sachant que j'ai une position qui est déjà personnellement bien construite, vous le voyez ici au niveau de mon pointeur rouge, je suis prudent dans mes valorisations, je l'ai toujours été, et donc je ne suis pas certain de me positionner. Évidemment, il me reste à rajouter, comme je vous le disais, les deux lignes, Robotaxi et Optimus, qui, je pense, en 2029, commenceront à avoir du chiffre d'affaires, mais pas non plus autant que ça. Ah, par contre, les années d'après, je pense qu'il y en aura. Donc je me demande si le marché n'est pas en train de mettre un petit peu trop de valorisation, un petit peu trop tôt, mais en même temps, c'est pas forcément quelque chose qui me choque. C'est un peu aussi ce qui est en train de se passer sur IMSS, à mon avis. Personne ne voulait acheter IMSS et maintenant, elle commence à être chère parce que j'ai l'impression que le marché est en train de valoriser 5 ans de croissance maintenant. Et peut-être que sur Tesla, c'est la même chose et que le marché est en train de mettre 5 ans de croissance dans le prix d'aujourd'hui. Mais ça reste quand même très pertinent que je fasse cet exercice parce que si vous vous rappelez, à l'époque, je ne voulais pas la payer plus de 200 $ et aujourd'hui, sans même rajouter les deux business qui sont certes les business les plus hypothétiques parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment vu de chiffre d'affaires dessus, c'est la spéculation, mais même si je les ignore complètement, je suis à 240 $ pour un prix à payer aujourd'hui. Donc, ça peut aller vite, hein. L'entreprise, si elle vient à corriger à 240, vous voyez, ça nous fait un moins 30, moins 35%. Et donc, c'est pas du tout impossible. Et si elle le faisait, je commencerais à me poser des questions, peut-être pas pour mon portefeuille, parce que j'ai déjà, comme je vous le disais, une position qui me convient. Par contre, si je ne l'avais pas en portefeuille, je pourrais me poser des questions. Et par contre, si je viens rajouter Robotaxi et Optimus, là, je pense que le prix à payer aujourd'hui va exploser. C'est un exercice que je vais faire dans les jours à venir. Je vous invite aussi à le faire aussi, parce que là, clairement, on est sur des prévisions futures sur un business qui n'existe pas encore, et donc c'est vraiment propre à chacun. Mais clairement, ça va me faire monter le prix à payer aujourd'hui. Petit instant de publicité pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre dans le programme. J'ai rouvert la page de vente avant une hausse définitive des prix qui arrivera ce dimanche, tout simplement parce que j'ai rajouté un nouveau module sur les options. Et de façon générale, le programme, il contient la formation vidéo avec tous les modules qui est la colonne vertébrale de toute ma stratégie et de comment vous allez aussi pouvoir vous créer votre propre stratégie pour investir en bourse. Et j'ai rajouté à ça l'accès à mon portefeuille, à tous les fichiers, comme par exemple ce fichier de valorisation que vous voyez, je vais le rajouter tout simplement dans mes prix d'achat cible, dans mon fichier qui suit toutes les entreprises que j'aimerais acheter et à quel prix. Vous avez aussi mon portefeuille, mes achats, mes ventes, et vous avez disponible aussi en option seulement sur appel individuel parce que je limite le nombre d'entrées. Si vous souhaitez, en plus du programme, avoir des appels individuels avec moi-même, pour ceux que ça intéresserait, vous avez le premier lien en description et on reprend la vidéo. Je vais lister avec vous rapidement certains des points qui font que je suis quand même positif sur l'entreprise et pourquoi à l'époque je désirais vraiment l'acheter beaucoup sous les 200 $. Donc déjà Tesla c'est l'un des leaders dans le secteur des véhicules électriques. Ils ont une production et une distribution qui est intégrée verticalement et ils gèrent tout eux-mêmes. Donc on n'a pas de concessionnaire, on n'est pas non plus sur un assembleur de voitures qui prendrait des pièces chez Valeo, des pièces chez Bosch, des pièces chez Plasticomium et au final qui conçoit juste et assemble dans les usines. Là on a énormément d'intégration verticale, ce qui permet de maîtriser les chaînes de logistique, ce qui permet de maîtriser beaucoup mieux les marges et d'avoir des meilleures marges tout simplement. On est très efficace en termes de production, l'agilité de l'entreprise m'impressionne, l'innovation qu'ils amènent en production par exemple avec le fait d'injecter des grosses pièces en aluminium plutôt qu'avoir des châssis mécano-soudés, les économies d'échelle qu'ils font, ils ont beaucoup de pièces en commun entre leurs véhicules, ils enlèvent plein de boutons dans l'habitacle.
Ils font énormément de choses en fait pour augmenter les marges par rapport à la concurrence. Et en tant qu'ingénieur industriel de formation, quand je vois ce genre de choses, ça me plaît beaucoup. On est d'ailleurs souvent, j'aime bien le dire, plus proche de la fabrication d'un iPhone que d'une voiture au final quand vous regardez comment c'est conçu. Évidemment, c'est des gros produits, c'est de l'industrie lourde, mais d'un point de vue de la conception, c'est pas du tout pensé comme une industrie du XXe siècle. On a aussi le développement de la conduite autonome. Je sais que c'est quelque chose dans lequel beaucoup de personnes ne croient pas, et j'aime souvent dire que pour moi la question c'est pas est-ce que la conduite autonome va arriver. Je pense que l'humain est tout à fait capable de créer une conduite autonome. La question c'est qui et quand. Et eux, ils ont leur vision qui leur est propre avec le vision only, donc ils utilisent seulement des caméras et pas de radar ou de matériel assez cher, et ils sont aussi avec une IA et ils sont pas du tout en train d'utiliser des lignes de code. Dans tous les cas, l'autre très gros concurrent qui est très bon aussi, c'est Waymo, et je suis exposé avec Google. Donc j'ai essayé vraiment de m'exposer sur la conduite autonome. À savoir que justement, ils ont aussi énormément de données exclusives, et donc autant sur les outils d'IA type ChatGPT, Gemini, Grok, etc., tout le monde a la donnée, vous avez Internet, vous avez les livres. Autant sur la conduite autonome, eh bien, il faut des voitures sur la route pour récolter les données. Alors, on peut faire de la donnée synthétique, comme en parlait Nvidia, mais la donnée synthétique se base d'abord sur de la donnée récoltée dans le monde. Ils ont la vente de logiciels, donc ils ont des revenus récurrents là-dessus, dans les voitures. Ils ont un réseau propriétaire de superchargeurs qu'ils ont ouvert à la concurrence, ça leur apporte de l'argent. Ils ont les solutions de stockage d'énergie pour tout ce qui est énergie renouvelable, aussi pour les maisons. D'ailleurs, c'est un des concurrents d'Enphase sur les batteries, et je suis très content d'être exposé dessus. Et s'ils prennent des parts de marché à Enphase, c'est pas grave, puisqu'Enphase a toujours été dessus pour les micro-inverteurs. J'ai fait une vidéo dessus hier d'ailleurs sur le sujet. Ils sont dans l'énergie solaire, donc dans le photovoltaïque. Ils ont une synergie très importante entre les véhicules, les batteries et les maisons, c'est-à-dire que dans le futur, mon avis, c'est que les voitures seront aussi des batteries pour stocker l'énergie produite par nos maisons avec du solaire, et je pense qu'aujourd'hui, on a une production d'électricité très centralisée avec les centrales à gaz, à charbon, les centrales nucléaires, etc. Et mon sentiment, c'est que dans le futur, on aura besoin de moins en moins de lignes à très haute tension qui transportent de l'électricité sur des grandes distances avec des pertes d'énergie absolument phénoménales. C'est d'ailleurs pour ça qu'on monte très haut en voltage, 400 000 volts, 800 000 volts, parce que d'un point de vue de l'équation, on a moins de déperdition dans le cuivre et l'aluminium quand le courant est transporté. Et donc décentraliser les productions, pour moi, c'est vraiment l'avenir. Bon bref, aparté sur pourquoi je crois dans le secteur du solaire et des énergies renouvelables sur le long terme. Évidemment, sur le court terme, on a besoin d'un mix d'énergie avec du nucléaire, etc. Aucun doute là-dessus. Je reviens sur Tesla parce que j'ai encore fait une tangente. Avantage concurrentiel énorme. La R&D, quand je vois ce qu'ils font, je suis très impressionné, surtout que c'est ma formation au départ. L'agilité aussi. Ils n'hésitent pas à faire des choix et si ça ne marche pas, ils abandonnent. Ils n'hésitent pas à dire ce qu'on a fait, c'est pas bien, on le fera plus. Et on l'a vu sur des véhicules, on l'a vu sur les choix dans leur logiciel, etc. Et ils ont des secteurs qui pourraient arriver plus tard et que je commence à peine à mettre dans ma valorisation, comme l'assurance, comme les conduites autonomes, notamment avec des véhicules qu'on peut louer comme un Uber par exemple, comme un VTC, ou encore la robotique humanoïde. On en a fini pour cette vidéo, je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue, mais bon, apparemment j'avais beaucoup de choses à dire. En conclusion, même si le prix actuel me semble un petit peu au-delà du prix que je suis prêt à payer, il faut prendre en compte que je suis déjà positionné et je suis souvent très prudent dans mes analyses volontairement. L'entreprise pourrait faire mieux que ce que je pense, mais j'aime ne pas mettre des prix excessifs parce que j'aime faire des bonnes affaires. Et comme je vous le disais, un moins 30% sur une action, ça va très vite. Sur un indice comme le S&P 500 ou le Nasdaq, moins 30%, c'est un événement de la décennie. Sur une action individuelle, c'est tout à fait possible. Ma position aussi, elle est finie. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vous partage mon travail et je le fais surtout parce qu'il est important pour moi de continuer à suivre l'entreprise, voir si elle est en train de faire ce que je pense. Mais voilà, je ne vais pas venir me repositionner dessus à presque 400 $. Parce que je ne peux pas, tout simplement, en termes de diversification, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Le marché, je vous le disais tout à l'heure, pour moi, il est capable d'intégrer dans le prix d'une entreprise des années de croissance très rapidement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une entreprise qui, pendant 2-3 ans, ne bouge pas, et puis d'un coup, le marché décide que cette entreprise doit avoir une valorisation beaucoup plus élevée que ses fondamentaux actuellement, parce qu'il voit quelque chose dans le futur. Ça nous arrive régulièrement sur les entreprises, je pense que c'est en train d'arriver sur IMSS, c'est arrivé sur Nvidia, et d'ailleurs, vous avez vu que Nvidia, 1 an et demi à 2 ans plus tard, a vu les ratios de prix baisser, puisque effectivement sa performance a explosé et le marché l'a vu venir. Donc je ne serais pas du tout étonné que Tesla vienne encore à s'apprécier et qu'ensuite elle fasse du surplace pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle a souvent bougé comme ça cette entreprise et c'est pas quelque chose qui me choque. Donc je vais pouvoir suivre dans les années qui arrivent les résultats justement de ce business. Vous savez que tous les trimestres, j'aime bien regarder s'ils sont en ligne avec ce que j'avais estimé et réajuster justement dans le temps pour continuer à suivre mes investissements. Ce qui me permet aussi d'apprendre parce que j'enregistre ce que j'ai dit, j'achète une entreprise et ça m'évite d'être trop émotionnel parce que c'est facile 6 mois plus tard de se dire « Oh, l'entreprise est en train de baisser » quand vous avez le monde entier qui est en panique, tous les articles qui vous disent que c'est la catastrophe et que vous n'avez pas noté
pourquoi vous avez acheté. Vous n'avez pas été entre guillemets avec une stratégie en essayant d'être rationnel, et ben c'est super facile d'oublier complètement pourquoi on l'avait acheté. Donc n'hésitez pas à noter, à faire des fichiers Excel, ça c'est ma méthodologie, je fais aussi des vidéos YouTube, donc je sais pourquoi j'ai acheté et je le suis dans le temps, ce qui me permet de progresser, et en plus ça me force à assumer mes décisions, ce qui fait que je suis beaucoup plus prudent avec mon argent. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve très vite pour le prochain épisode.